Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Merci pour les premiers arrivés qui ont attendu un petit peu. On est désolé, ça a pris un petit peu de temps pour la configuration. On est là. Je vais demander que Sarah Grira, qui est en train de remonter les marches, descende à mes côtés. Francesca Albanese, tu veux pas venir devant. Agnès Calamar. Et Johan Soufi également. Johan Soufi, viens avec nous. Bonsoir. Oui. C'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas encore vu le film. Merci à toutes et à tous. Alors j'avais prévu de faire un discours un peu à la Fidel Castro. Je vais être beaucoup plus court vu le temps qui nous est imparti. On va plutôt laisser du temps au débat. Donc je vais me contenter de remerciements, mais il me semble très important au début. Alors d'abord, je suis honoré, flatté que certaines personnes qui vont participer au débat ce soir soient là. Bien sûr, Francesca Albanese qui va être dans le film, Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty International, l'avocat Johan Soufi de Jurdi, fondateur de Jurdi. S'il y avait un mot pour vous qualifier depuis 2 ans, c'est vraiment le courage pour ce que vous avez fait. C'est pour ça que je suis particulièrement ému que vous soyez là ce soir. On va avoir l'occasion d'en débattre après. Merci vraiment de faire l'honneur, le plaisir d'être ici, de nous faire le plaisir, parce qu'on a tous très envie, on le voit ce soir, de vous entendre. Et puis voilà, je suis vraiment ravi que ça puisse se configurer comme ça. Merci Johan aussi d'être venu de Genève. Merci infiniment à Sarah Grira et à Orient 21, l'indispensable Orient 21, qui va modérer le débat ce soir. Merci à l'équipe. Alors évidemment, Wrongman, Benoît Roland qui n'est pas là. Emma, que vous avez vue à l'entrée, qui a été directrice de production, qui a énormément travaillé sur tout le film. Isabelle Razavet qui est dans la salle, qui a fait l'image. Marie-Clotilde également, qui a pris le son au Moyen-Orient. Voilà, des membres de l'équipe. Et je tenais à adresser un remerciement aussi particulier à Claudia, qui est dans la salle d'Arte, parce que je peux vous assurer que quand il y a 1 an et demi, vous arrivez dans une chaîne de télévision, que vous proposez un projet qui parle du combat de Francesca Albanese et d'un génocide à Gaza, vous n'êtes pas forcément très favorablement accueillis en France et en Europe. Arte, Claudia a eu vraiment le courage aussi, l'amitié, l'intérêt pour ce film dès le départ. On a pu le produire très rapidement et il n'y aurait pas eu ce film sans Claudia et sans Arte. Merci beaucoup. Je ne serai pas plus long et on vous entendra très largement après. Merci infiniment d'être là. À tout à l'heure. Merci. Micro.
Pas pour, parce qu'en fait, ça va être filmé, par contre, on a de la parole à toute la salle. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir une salle aussi pleine pour un documentaire sur les génocides à Gaza. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, il y a une scène que j'ai trouvée notamment particulièrement intéressante dans le documentaire. C'est la scène de la manif à Londres où Francesca, tu es là, tu t'adresses aux manifestants tout en leur disant que tu ne peux pas participer à la manifestation. Et je trouve que cette scène résume assez bien ton statut aujourd'hui, où à la fois tu es rapporteuse, tu as dit pro bono sur les territoires occupés pour l'ONU, et en même temps, forcément, j'ai envie de dire, quand on travaille sur les territoires occupés palestiniens, quand on travaille sur la Palestine, il y a une dimension d'empathie, de solidarité inévitable face à une telle injustice. Comment concilier les deux en étant en plus cible d'attaques continuelles, surtout depuis les 2 dernières années, et souvent sexistes d'ailleurs, notamment, parce que pourquoi pas. Tout d'abord, encore une fois, merci Chris Cottere pour avoir réalisé ce documentaire. En fait, je me rends compte de ce que tu as fait. Ouais. Oui. Je me rends compte de ce que tu as fait et tu as réalisé seulement maintenant que je vois ce film. Parce que jusqu'à présent, c'était seulement l'ennui d'être toujours suivi par une caméra. Non, c'est une blague. Et je suis vraiment contente d'avoir ici, bien sûr, Sarah, c'est la 2e fois qu'on a l'occasion de parler de ce film, mais Agnès Calamard, que je sens vraiment comme une source d'inspiration et un camarade. Et merci à vous toutes et tous. Et merci, Yoran, c'est tellement important ce que toi, Jordi, vous faites pour avancer la justice. Tout d'abord, il faut dire que cet épisode-là qui a été reproduit peut confondre. Parce que ça semble que j'étais dans une proteste et j'ai dit « Ah, je ne peux pas être dans une proteste ». Non, je sortais d'une conférence qui avait fait l'objet, surprise, d'une proteste par quelqu'un qui quand même a beaucoup de poids à Londres, mais c'est la même chose dans plusieurs villes et réalités en Europe. Et quand je suis sortie, il y avait encore les manifestants, ceux-là qui étaient venus, en fait, étaient beaucoup plus nombreux pour protéger mon droit de parler. Et c'était tellement mignon parce qu'ils m'ont suivi, en fait. Ils me suivaient avec les tambourines et tout. À un certain moment, je me suis tournée, je dis, les amis, je ne peux pas être dans une manifestation, soyez gentils. Et voilà, c'était un moment doux, comme chaque moment où on rencontre des gens ordinaires, hors de l'Assemblée générale, hors du Conseil des droits de l'homme, hors de droits humains. Mais et voilà, ça me chauffe le cœur, ça me rappelle qui je suis avant d'être rédactrice spéciale, une femme qui en a marre de voir du barbarisme comme celui-là qui est déclenché contre les Palestiniens et contre toutes et tous ceux-là qui essaient d'arrêter la violence contre la Palestine. Oui, je me retrouve aussi à être victimisée par la machine qui opère contre les Palestiniens. Et je dis souvent, je pourrais parler des heures et des heures de moi, mais je ne veux pas le faire parce qu'on doit garder l'attention sur la Palestine. Agnès Calamard, dans le documentaire, on ne vous voit pas mais on vous entend.
quand il est question du rapport d'Amnesty International sur le génocide. Évidemment, publier des rapports fait partie des activités continuelles, essentielles d'Amnesty International. Ce rapport en particulier, on devine qu'il était quand même particulier, pas comme les autres. On devine le travail qu'il y avait derrière, mais j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu ça, les coulisses, en fait, comment vous avez travaillé sur ce rapport. Est-ce qu'il y avait une appréhension aussi, on imagine, des réactions, d'un backlash, et aussi, que ce soit des pro-israéliens, mais aussi peut-être d'un reproche qu'on vous dise, vous avez attendu quand même décembre 2024 pour dire finalement il y a un génocide en cours à Gaza. Oui, merci beaucoup. Félicitations Christophe, je pense que c'est un film très important et très beau. Merci. Tout d'abord, en ce qui concerne le rapport d'Amnesty, je souhaite rendre hommage à mes collègues palestiniens. C'est la première chose qu'il faut dire. Cela fait 2 ans qu'ils travaillent pour nous d'arrache-pied. Cela fait 2 ans qu'ils ne dorment plus, qu'ils ne prennent pas de vacances. Moi, cela fait pendant plusieurs mois, j'ai eu des collègues qui, pour la première fois de mon travail professionnel, j'ai eu des collègues qui mouraient de faim. C'est le choc que je souhaite partager avec vous, des collègues qui travaillent d'arrache-pied à Gaza pour que nous ayons les informations, les preuves, qui vont sur les lignes de front, qui vont ramasser, prendre des photos des armes, des bombes qui sont tombées là, qui vont parler aux gens et qui nous ramènent toute cette information. Donc ce rapport, c'est le fruit d'un travail, mais qui n'a pas de terme. C'est au-delà du travail, ce qu'ils ont fourni. Mes collègues. C'est de vouloir communiquer, de vouloir vous dire ce qui se passe à Gaza. Donc j'ai mes collègues à Gaza, j'ai mes collègues en Cisjordanie, et c'est eux le moteur, le nœud. Tout ce qui a été transmis passe par eux. Un travail impartial, un travail dans les détails, un travail qui se veut que l'on ne peut plus attaquer. Ça, c'est mes collègues palestiniens qui ont fourni ça. Et vous dites décembre, oui, en effet, mais eux, ils ont commencé à travailler sur ce rapport au mois de janvier 2024. Vers la fin de l'année 2023, sur la base aussi du rapport de Francesca, nous avons pris la décision ensemble d'enquêter pour démontrer avec tous les éléments de preuve qu'il y avait génocide. Et ça, nous avons continué et l'avons fait pendant toute l'année 2024. C'est pour ça que ça nous a pris du temps, mais vous avez environ 300 pages de preuves. Ces 300 pages, c'est un résumé des centaines d'autres pages que nous avons. En plus du travail de mes collègues palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, sans lesquels ce rapport n'aurait jamais vu le jour, j'ai mes collègues juristes qui ont fait un travail énorme pour interpréter la Cour internationale de justice, sa jurisprudence très pauvre, il faut le dire, très pauvre sur le génocide, et pour apporter un cadre juridique auquel personne ne pourra s'attaquer. Et ça a été un aspect fondamental, parce que si vous lisez le rapport, vous verrez qu'une grande dimension du rapport, c'est de démontrer l'intention génocidaire. Et pour démontrer l'intention génocidaire, nous avons dû démontrer qu'un État peut avoir une intention génocidaire et d'autres intentions.
Donc il a fallu que nous insistons sur le fait que dans une situation de guerre, la seule façon d'interpréter la jurisprudence de la Cour internationale de justice, c'est de reconnaître qu'il peut y avoir des objectifs militaires et que la présence de ces objectifs militaires n'empêche pas la possibilité d'une intention génocidaire. Et c'est ce que nous avons cherché à démontrer. Et ensuite aussi que l'intention génocidaire peut servir des objectifs militaires. Donc cet aspect de la jurisprudence et de démontrer l'intention génocidaire, c'est vraiment, je pense, l'aspect fondamental. Parce que les actes génocidaires, je veux dire, malheureusement, on n'avait qu'à ouvrir sa télé ou ouvrir ses médias sociaux pour les voir, les actes génocidaires. On les a quand même démontrés en mettant bien l'accent sur un acte génocidaire très important qui consiste à détruire toute possibilité de vie pour les Palestiniens. Permettez-moi d'ajouter que je pense que le message que je souhaite communiquer ce soir, c'est que le génocide, il ne s'est pas arrêté. Le génocide ne s'est pas arrêté. Il y a toujours génocide. Pourquoi disons-nous ça ? D'abord parce que le nombre des actes génocidaires ne s'est pas arrêté, en particulier celui dont je viens de vous parler, qui consiste à imposer aux groupes des conditions d'existence destinées à entraîner leur destruction. Nous n'avons constaté aucun changement significatif qui nous permette de conclure que cet acte génocidaire a disparu. Il y a toujours la faim. Il n'y a pas d'aide humanitaire conséquente. Les enfants continuent d'être mal nourris, comme le démontrent les chiffres. L'aide médicale n'est toujours pas là. Donc, les conséquences pour la possibilité de survie sont très claires. Cet acte génocidaire se poursuit, tout comme se poursuit l'acte qui consiste à créer des souffrances et des douleurs sur cette population. Ça continue. Bien sûr, les bombardements ont diminué, mais ça continue quand même. Chaque fois qu'une personne rentre dans une zone interdite, elle se fait assassiner. Donc, il y a un acte génocidaire qui a diminué, mais les autres actes génocidaires continuent. En ce qui concerne l'intention génocidaire, là aussi, nous n'avons aucun élément qui nous permette de conclure que cette intention génocidaire est absente. En fin de compte, les discours de déshumanisation des Palestiniens continuent. On continue d'entendre des officiels israéliens demander et suggérer que Gaza doit être prise. Il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de conclure que l'intention génocidaire a diminué. Ça, je tiens à insister là-dessus, parce que à l'heure actuelle, Gaza tente à disparaître de nos médias, mais on va y venir justement. Il faut absolument qu'on conserve cette attention sur Gaza qui avait commencé à faire changer les choses. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que les États-Unis ont pris les dispositions qu'ils ont prises. Mais le génocide continue. Le génocide continue et il faut vraiment insister là-dessus. C'est parfait parce que justement vous faites la transition pour la question que je voulais poser à Christophe. Tu dis à un moment, à la fin du film, que les opinions publiques ont évolué, ont changé en Europe. On imagine qu'entre le début, le moment où tu as commencé, où tu as eu l'idée de ce documentaire, où tu as commencé à le filmer, et la fin, effectivement, on le voit, la situation a changé. Est-ce que tu dirais justement aujourd'hui, notamment après le cessez-le-feu, avec beaucoup de guillemets, on rappelle que non seulement les conditions du génocide sont toujours là, mais que les bombardements continuent. Il y a des centaines de morts, il y a plus de 300 personnes qui ont été tuées depuis le cessez-le-feu à Gaza. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que justement
parce qu'il y a il y a eu un cessez-le-feu, c'est circuler, il n'y a rien à voir, on revient aux pratiques d'avant, et que quelque part les journalistes, les médias institutionnels, les médias mainstream reprennent leurs vieilles habitudes. Agnès, tu le disais avec force tout de suite, il y a la question de la déshumanisation et de l'invisibilisation. Il n'y a pas de génocide sans médias. C'est pas possible. Si on prend les 9-10 étapes qui amènent à un génocide, des premières discriminations jusqu'au négationnisme, il y a au moins la moitié de ces étapes qui amènent à un génocide qui sont le fait de médias, qui sont le fait de symboliser, le fait de discriminer, le fait de rendre l'autre inacceptable, de le mettre en minorité, et finalement, après, les armes parlent. Et puis la dernière étape d'un génocide qui est toujours celui de la négation. C'est le plus long, c'est le négationnisme. On le voit depuis les premiers génocides, il y a encore un négationnisme du génocide des Arméniens. Donc oui, c'est toujours accompagné. Les médias ont toujours un rôle. Il y a toujours un média qui a un rôle quelque part en véhiculant une information dans le génocide. Dans le cas du génocide à Gaza, moi je trouve qu'il y a une spécificité. C'est qu'en fait, quand on prend le Rwanda, par exemple, Radio Mille Collines fait un travail qui amène à déshumaniser les Tutsis du Rwanda jusqu'à leur extermination. Dans le cas du génocide des Tutsis, des génocides à Gaza, cette déshumanisation est principalement le fait de médias extérieurs au pays. C'est unique dans l'histoire des génocides. C'est ça qui est absolument frappant. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise de déshumanisation des Palestiniens a eu lieu ici, en Europe, a eu lieu en Occident. C'est concret. Tu le rappelles, Francesca, un génocide à Gaza, ça sert des intérêts économiques, ça sert des intérêts politiques. Donc c'est nous qui sommes porteurs de la possibilité qu'il y ait un génocide. Nos médias, l'immense majorité de nos médias. C'est ça qu'on observe. Donc effectivement, il y a une continuité. C'était ça dès le départ. Donc aujourd'hui, Agnès, tu le rappelles parfaitement, c'est-à-dire il y a un cessez-le-feu. Alors effectivement, on a vu dans certaines rédactions, notamment les chaînes en continu, c'était pratique. Mon Dieu, vous l'avez dit, Israël n'est pas si méchant que ça. Vous voyez, il s'arrête. Non, il ne s'arrête pas du tout. Il continue différemment. C'est plus à Gaza, on stoppe un petit peu à Gaza. Enfin, on ne stoppe pas vraiment, mais ça continue en Cisjordanie. Ça augmente en Cisjordanie. Tu le dis dans ton rapport, Francesca, à ce moment-là. Dans plusieurs rapports, tu pointes à ce moment-là ce qui est totalement invisible dans les médias, c'est-à-dire que oui, attention, Gaza, c'est le génocide qui cache un nettoyage ethnique en Cisjordanie. Il y a aussi cette dynamique-là. Donc effectivement, quand des médias se satisfont de se dire oui, il y a un cessez-le-feu, on va reprendre un processus de paix, il n'y a pas de processus de paix. Personne n'a jamais vu un processus de paix dans cette affaire. Il ne peut y avoir qu'un processus de décolonisation, etc. Ça, on entrerait sur des questions politiques, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais sur la question de ce qui est de nous, des médias, aujourd'hui, on doit rappeler, ce film est fait pour ça, d'autres films qui viendront sont faits pour ça aussi. On doit rappeler que, oui, un cessez-le-feu, ça ne change rien. C'est une affaire politique, là encore, je ne vais pas entrer là-dedans, mais qu'on doit garder les yeux sur ce qui se passe à Gaza parce qu'il n'y a pas eu de cessez-le-feu. On a bien compris que la question autour du génocide et de reconnaître le génocide à Gaza, ce n'est pas un débat sémantique. C'est très important de reconnaître et d'avoir reconnu le génocide parce qu'il y a des conséquences, parce que ça implique aussi, surtout, ou ça aurait dû impliquer l'intervention des pays, de tous les États signataires de la Convention pour la prévention du génocide, la lutte contre les génocides. Au-delà des États, au niveau des populations, c'est une question que je vous pose à toutes les deux, Francesca et Agnès. On a tendance, ici en Occident, en tout cas pour certains, à considérer la Palestine comme une affaire qui ne concerne que les Palestiniens, voire que les Arabes. Il est temps quand même que là, après justement ce génocide, on comprenne que ce qui se passe en Palestine et les raisons pour lesquelles on dit que la Palestine est une boussole, c'est justement que ça ne concerne pas juste les Palestiniens et les Arabes, que ça concerne aussi au premier chef les citoyens ici en Occident. Ce que justement, un mot là-dessus, que ce soit en termes de responsabilité, mais aussi en termes de vision du monde en fait. Dans quel monde nous voulons vivre ?
Je pense que tout d'abord, les Palestiniens nous montrent aujourd'hui qu'il y a des liens profonds entre des situations d'injustice qui interpellent plusieurs parties du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais beaucoup. D'abord, ne pas avoir peur. Parce que regardez la résistance psychologique qui est demandée aux Palestiniens qui sont sous les bombardements, qui sont tourmentés par une violence génocidaire depuis 2 ans. Et en fait, ce n'est pas seulement 2 ans, parce que ce processus, tout ce qu'ils vivent maintenant, s'est produit dans les décennies d'impunité dont Israël a pu bénéficier grâce à nos États. Mais je trouve que ce n'est pas tout à fait, ça n'a pas été toujours comme ça. Je pense que la France était différente comme l'Italie. Il y a, je dirais, jusqu'au processus de Oslo. Mais non, et surtout depuis le 11 septembre 2001, on a l'impression que tout est devenu la seule lentille à travers laquelle on peut comprendre le monde, c'est celle-là sécuritaire. Et pourtant, toute tentative du peuple palestinien de s'affirmer dans ses droits d'exister sur la terre qui reste de la Palestine historique est conçue ici par Israël, est présentée et ici trouve une réaction comme dans termes sécuritaires. Les Palestiniens sont by default des terroristes. Quand même, il y a la présomption de culpabilité avant d'être prouvé ça. Et c'est très difficile pour les Palestiniens de se retrouver dans le discours qu'on abrite ici en Europe. Mais en Italie, par exemple, c'était pas toujours comme ça. L'Italie a été à côté, et je pense pas que c'est une exception, à côté du peuple palestinien, mais le discours a changé et ça fait partie d'un changement général. Si on arrive à se détacher de ce moment présent, on voit la trajectoire dans laquelle on est. Depuis la fin de la guerre froide, il y a un modèle qui s'est imposé et qui politiquement nous renvoie aux États-Unis, et économiquement c'est un capitalisme sans règles. La Palestine aujourd'hui est en train de mourir tandis que des gens font des riches profits sur ça. Et ce n'est pas différent de ce qui se passe dans d'autres régions du monde, comme le Congo ou d'autres parties de l'Afrique, même le Soudan, c'est horrible. Mais là, on doit comprendre qu'on est un peu tout en péril, tous en danger dans un système pareil, et on doit réagir. Alors, on ne doit pas. Moi, je suis fière de vivre dans un pays qui, pour la première fois, m'étonne. Il se réveille avant la France, mais quand même, c'est bien de voir ce mouvement de gens qui comprennent qu'est-ce qui se passe, et qui comprennent peut-être parce que nous, on a eu aussi la mafia qui a tué des gens. On comprend que la façon dont les États-Unis et nos gouvernements, en amplifiant le message, la façon dont ils parlent, dont ils se rapportent même à la communauté internationale, à la Cour pénale internationale, aux juges, aux procureurs, aux rapporteurs, aux experts indépendants des Nations Unies. Aux Nations Unies, c'est une logique et c'est intimidatoire, mafieuse. On ne peut pas tolérer tout ça. On doit dire à un certain moment, ça suffit. Et ça suffit surtout quand ça vient de nos gouvernements à nous, sur lesquels on a un pouvoir. Et c'est le pouvoir du vote, mais aussi de contestation. Et là, on doit retrouver le pouvoir, la force de se rendre, de retourner à faire sentir sa propre voix collective. Je comprends qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué qu'en Italie, et je ne veux pas simplifier les choses, mais c'est pas à travers l'indifférence qu'on soigne la blessure. Là. L'autre chose, là je vais être plus bref, plus courte, c'est
que les citoyens ont un pouvoir immense dans une société globale hypercapitaliste qui est le pouvoir de la poche. On doit comprendre tous les mécanismes qui enveloppent et étouffent la Palestine aujourd'hui, qui sont des mécanismes et sont des entités auxquelles nous tous et toutes participons. Regardez, même pas mon rapport, mais quand même qui fait le rapport que j'écris, auquel on fait référence, de l'économie de l'occupation à l'économie du génocide. J'ai individus entre 48 et 62 entités privées qui, c'est pas seulement des entreprises qui produisent des armements, mais aussi des banques, des universités, des agents immobiliers au niveau global, des entreprises du tourisme online comme Airbnb et Booking.com. C'est vraiment difficile à s'en sortir. Mais quand même, on peut voir ce qu'il y a là, ce que le BDS dit et agir de conséquence. On peut choisir, on doit choisir quoi acheter, au moins que dans notre, disons, dès qu'on fait les courses, on ne soutient pas le système d'apartheid israélien, c'est la moindre des choses. Et aussi, on doit rappeler aux institutions qu'ils doivent faire la même chose. Les citoyens peuvent boycotter, les entreprises doivent désinvestir et les États doivent couper toute relation économique, diplomatique, commerciale et militaire avec l'État d'apartheid qui aujourd'hui commet un génocide. Voilà. Et rappeler aussi qu'il y a un continuum entre ce qui se passe ici, la montée des extrêmes droites en Europe, et le colonialisme toujours en cours en Palestine. Agnès, un mot là-dessus? Pour moi, la cause palestinienne, c'est la cause universelle par excellence. C'est celle des peuples, d'un peuple opprimé, d'un peuple colonisé, c'est celle de l'autodétermination, c'est celle du poids de l'histoire, c'est une colonisation et une occupation qui a accompagné la création de l'état de droit international de 1948. Et maintenant, nous assistons à ce que tu dis à la fin. Toi, tu es plus positif à la fin. Mais c'est le coup de grâce, Gaza. C'est l'anéantissement de 80 ans d'efforts, pas très bons, mais la direction, c'était vers une reconnaissance des droits humains, une reconnaissance du droit à l'autodétermination, etc. C'est ça l'évolution des 80 dernières années. Et Gaza annonce la fin de tout ça. Gaza annonce le fait que les grandes puissances, en particulier les États-Unis, ne voient plus dans cet état de droit qu'ils ont aidé à construire un système qui sert leur intérêt. Donc nous assistons par le biais de Gaza à la destruction de cet état de droit, à une tentative de destruction de cet état de droit, à une destruction du droit international. L'État d'Israël et les États-Unis disent clairement que le droit international, il ne s'applique pas à nous. Après tout, il ne s'applique pas à nous. C'est une grande différence par rapport au passé. Dans le passé, les États niaient les violations. Et là, on est rentré dans une autre dynamique. À Gaza, on dit « mais oui, on les viole ». Mais on s'en fiche. Elle ne s'applique pas. Après tous ces gamins, ce sont des terroristes potentiels, donc on peut les anéantir. Et on a le droit de se défendre. Donc le droit international, toutes les limites qui ont été construites pendant ces 80 ans, là, depuis 2 ans, elles sont anéanties par Israël, par les États-Unis et
par de nombreux États européens qui se rendent complices, je dirais, de cette destruction. Il n'y a pas si longtemps que ça, le président allemand a reconnu qu'en effet, on s'orientait vers une destruction de l'état de droit. Bon, ben c'est comme ça, on va réfléchir à ce qui va venir après. Donc pour moi, c'est ça, la cause palestinienne et Gaza à l'heure actuelle, c'est que si on ne se bat pas pour Gaza, si on ne défend pas Gaza, si on ne défend pas les Palestiniens, alors ce que l'on crée, c'est un système dominé par les lois de la jungle, par la loi du plus fort, par la loi américaine, entre guillemets, par la loi des armes, par la loi de la technologie. Ça ne sera pas un système qui va apporter un bénéfice, quel qu'il soit, aux petites nations et aux nations émergentes. Donc c'est pour ça qu'on voit tous ces États du Sud global qui disent « Oh mais bon, attendez une seconde, l'état de droit il n'est pas parfait, on le sait, c'est nous qui en avons fait les frais, mais c'est mieux que rien ». C'est pour ça qu'on voit l'Afrique du Sud se battre pour la Cour internationale de justice. C'est pour ça que le système international de justice devient une ligne de front. C'est pour ça que les États-Unis s'attaquent à la Cour internationale, à la Cour pénale internationale, sanctionnent tous ceux qui veulent préserver l'état de droit. Eux, ils cherchent absolument leur destruction. Donc, si vous voulez pas vous battre pour les Palestiniens, tant pis pour vous, mais battez-vous pour vous-même, parce que le système qui est en train d'être créé, ça va nous détruire. Christophe, puisque paraît-il, tu es le plus optimiste ici. Elle a dit positive. Positif, c'était une très belle image d'ailleurs sur les Nations Unies à la fin qui sont là pour protéger les rescapés. Je trouvais que c'était très beau. En tant que réalisateur européen, mais vivant à Tunis, justement, tu le vois, toi, tu le constates, ce fossé qui s'est créé. Alors, il est là depuis des décennies, justement, Agnès vient de le dire, ce n'est pas la violation du droit international ne date pas du 8 octobre 2023, mais justement ce côté complètement éhonté fait que aujourd'hui on sent qu'il y a une vraie rupture en fait entre les populations du Sud et l'Occident. Non. Mais tu es encore plus positif que moi. Alors. Non, en deux mots, je vais être très très bref parce qu'on va peut-être ouvrir la parole à la salle. Mais en deux mots, ce que nous on a vécu à Tunis, je le disais hier, on a eu un débat hier, c'est qu'effectivement au début du génocide, donc octobre, novembre, décembre, on se retrouvait avoir des conversations à Tunis où on se sentait plus libre de parler de questions palestiniennes au moment où les mêmes propos étaient criminalisés en Allemagne, en France. Alors. D'autres propos sont criminalisés à Tunis, je tiens à le dire. Mais en tout cas, là-dessus... Surtout en ce moment. Mais là-dessus, en tout cas, on était beaucoup plus libre de parler. Et il y avait une percussion de logique. C'est-à-dire qu'au moment où la Russie a commencé à agresser l'Ukraine, il y a eu des demandes aux Nations Unies. Les nations occidentales ont demandé au Sud global, mais pourquoi vous ne condamnez pas la Russie. Et ce qui a été dit aux diplomates, c'est « mais pourquoi vous n'avez pas condamné l'Irak ?» C'est la même chose. Donc en fait, cette destruction, cet affaiblissement du droit international, il vient déjà quelque part. Et à un moment, ce qui était absolument incroyable, paradoxal, mais c'était lunaire, pardon, mais c'est que des gens étaient criminalisés en France, donc on l'a vu, on manifestait non pas forcément uniquement pour la Palestine, mais pour le respect du droit international. Vous aviez des amendes, vous pouvez être poursuivi pour complicité ou apologie de terrorisme en défendant exactement la même chose que ce que l'État le français défend pour l'Ukraine. C'est totalement schizophrénique. Donc en fait, c'est à ça qu'on assiste dans cette logique. Donc oui, effectivement, à l'ONU, je pense qu'il y a une crispation
Alors je parle sous la surveillance de certains dans cette salle, mais je pense qu'il y a une vraie crispation, c'est vraiment le 2 poids, 2 mesures. Alors en disant ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est au quotidien. Quelque chose qui peut être dit sur l'Ukraine, c'est d'ailleurs dit dans le taxi à un moment à Londres, ce qui paraîtrait inacceptable pour l'Ukraine, c'est tout à fait acceptable par la Palestine. Et là on revient au début de la boucle, parce qu'il y a eu déshumanisation des Palestiniens, il n'y a pas eu déshumanisation des Ukrainiens, à l'inverse. Et le dernier exemple en date qu'on peut citer, d'ailleurs, c'est le concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël à la Philharmonie de Paris, alors qu'un orchestre russe avait été interdit de concert il y a 2 ou 3 ans, justement au vu du contexte ukrainien. Avant de vous donner l'opportunité de poser vos questions ou de faire vos remarques de manière très brève, je souhaiterais d'abord donner la parole à quelqu'un qu'on voit aussi dans le documentaire, mais qui est côté public, c'est Yohann Soufi. Ah oui. Yohann, bonsoir, rebonsoir. C'est la première fois, toi, que tu vois le film ce soir. Est-ce que, justement, depuis le tournage du documentaire, est-ce que, justement, tu peux nous faire un petit résumé ou nous dire les dernières actualités du Jourdi? Oui, merci beaucoup encore. Merci Christophe pour ce beau documentaire. Je pense ce que montre ce documentaire, c'est à la fois un grand sentiment d'impuissance, de tristesse et de colère, et en même temps ce que Francesca représente, ce que Agnès et toutes les personnes ici qui sont présentes, c'est aussi la volonté d'agir et justement de lutter contre son sentiment de désespoir et d'impuissance. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire à notre mesure, parce qu'en réalité, c'est difficile de penser qu'on peut avoir un impact. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec mes confrères et camarades qui sont ici dans la salle de Jourdi, c'est de mettre du droit et de la justice là où il y a un profond sentiment d'injustice. Et donc, on est aujourd'hui une centaine environ de membres, d'avocats, de professeurs, d'étudiants en droit, et on essaye d'agir par le droit à notre échelle en France dans différents aspects. D'abord, en essayant d'éduquer, parce qu'il y a aussi une profonde méconnaissance dans le débat public de ce que c'est que le droit, de ce que c'est que la CPI, de ce que c'est que la Cour internationale de justice. Aussi en agissant d'abord contre l'État français, contre l'Union européenne, qui sont les principaux vecteurs normalement de la prévention du génocide et qui ont failli à leurs devoirs et à leurs obligations. En agissant aussi, comme l'a rappelé Francesca, contre toutes les entreprises qui, en France et ailleurs, sont complices du génocide et de l'occupation, Airbnb, Booking, mais je pense aussi à Carrefour, à la BNP et tout un tas d'entreprises qui, de différentes manières, en réalité, font en sorte que cette politique criminelle qui a été très bien décrite se poursuive. Et enfin, et c'est le dernier axe, eh bien, comme je le disais dans le reportage, en rappelant qu'il n'y a pas simplement que les auteurs directs des crimes qui sont responsables de ces atrocités, mais l'ensemble des individus qui parfois de manière indirecte, et je pense par exemple à toutes les femmes, souvent et hommes, franco-israéliens, qui entravent l'aide humanitaire à Gaza, à tous les soldats qui, en participant à ces opérations qui sont criminelles par nature, eh bien en réalité se rendent complices de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. On le comprend aisément, et c'est pour ça que je disais il faut repenser à ce qui s'est passé dans l'histoire. On comprend aisément comment un soldat qui gardait un camp de concentration à Auschwitz ou en ex-Yougoslavie eh bien, était responsable de ces crimes. Il est temps que ceux qui collaborent et coopèrent avec ces crimes eh bien, le comprennent également pour ce qui se passe en Palestine. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Merci. Merci. Il nous reste, alors pas beaucoup de temps, mais quand même encore quelques minutes. Je vous demanderai, on va prendre quelques questions. On va prendre d'abord 3 questions. On va essayer de respecter la parité. Et je vous demanderai d'essayer d'être bref ou brève et de ne pas faire de conférence, s'il vous plaît. Et si vous êtes tenté par l'exercice, je vous promets que je vous couperai la parole. Test. Ok. Emma, je commence par là. Ok. Bonsoir. I'll speak in English and I'll try to be brief. To Francesca and Agnès, I just want to thank you for a single thing, which is that you have liberated the voice of the Palestinians, but you also liberated the voice of many, many, many persons who did not dare to say certain things 2 years ago, before 2023, and now we are capable of doing it because of your professionalism, humanism, empathy, precision, and rigor. Thank you. Francesca et Agnès, je tiens à vous remercier parce que vous avez libéré la parole non seulement des Palestiniens, mais aussi de beaucoup d'autres personnes qui n'osaient pas parler il y a 2 ans, et vous avez libéré ces voix-là grâce à votre professionnalisme, votre humanisme, votre rigueur, et j'ai oublié qu'elle était et votre empathie. Voilà, merci à vous. Emma, vas-y. Bonsoir. Tout d'abord, un grand bravo pour ce que vous faites au quotidien, ce que vous avez mené jusque-là. Donc, c'est juste, je pense qu'on n'a tous pas de mots pour dire à quel point c'est impressionnant, chacun de vous, ce que vous faites. Une question. Il y a un sujet d'essentialisation, c'est-à-dire que nous, on est des citoyens, on va manifester, et quand on va manifester, on prend une amende. Quand on va manifester, et je vous assure, j'ai une amende. Ma fille de 17 ans a pris une amende en 2023 pour avoir été manifestée pour la Palestine, et on n'était pas violente. Ma mère de 73 ans n'est pas violente non plus. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au droit que l'on peut faire déjà par rapport à ça? Première question. Et deuxième question, le sujet de l'essentialisation, il est lié au fait que, comme j'ai des origines maghrébines, j'ai le sentiment que si je vais manifester, je desserre la cause palestinienne parce qu'on va dire que je soutiens les Palestiniens parce que je suis musulmane ou maghrébine. Comment faire pour lutter contre cette essentialisation? Juste pour compléter la question, ce n'est pas juste en fait en manifestant. Il y a des personnes qui ont été verbalisées, qui ont eu des amendes en 2023 pour être sorties en kéfier du métro. Elles étaient interpellées en sortant du métro avant même qu'elles arrivent sur le lieu de la manifestation. Autre question dans le public? Bonsoir. Ma question s'adresse en particulier à Francesca. Alors, je voudrais savoir pourquoi, à votre avis, est-ce que le rapport de la commission d'enquête de l'ONU... Plus fort, s'il vous plaît. Alors, je voulais juste savoir si le rapport de la commission d'enquête de l'ONU de ce septembre n'a pas pu être un élément charnière dans ce combat, ou du moins une base suffisante pour apporter un minimum de ces mesures exigées à l'encontre de l'État d'Israël, qui sont supposément coercitives, comme par exemple le mandat d'arrêt international contre Netanyahou Gallant. Et autrement dit, s'il subsiste des pressions internes que vous avez qualifiées auparavant de mafieuses, donc au niveau des Nations Unies, pour décrédibiliser ce rapport-là, ou les gens qui ont élaboré ce rapport, mais aussi le rôle futur de l'UNRWA qui a été, dont l'intégrité a été totalement sapée. Merci. Non, je m'excuse, mais je n'ai pas compris la première partie de la question, désolé. Je voulais juste savoir si la réaction à l'encontre du rapport de la commission d'enquête de l'ONU de ce septembre. Oui, mais lequel? Plutôt l'absence de réaction de... Pourquoi est-ce que ça n'a pas activé les choses en fait? La réaction au rapport de la commission d'enquête, mais quel rapport? Parce qu'ils ont écrit 8 rapports. Je pense que monsieur parle du rapport de la commission qui a conclu qu'il y a un génocide. Exactement, oui, pardon, je n'ai pas précisé mes propos. C'est ça. Une dernière question pour permettre déjà aux intervenantes de répondre, et ensuite de... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Francesca. J'avais une question qui est très brève. Il manque quoi en France pour que les gens s'indignent, se révoltent
et se montre à la hauteur de ce qu'il faudrait faire en termes de mobilisation. Voilà, désolé. Merci. Alors, est-ce que vous voulez répondre déjà aux ces 3 premières questions? Qui commence? Oui, la dernière question est le courage. Ça me manque du courage. Parce que devant un génocide, il ne faut pas exhiber de l'intelligence, mais du courage, de faire des sacrifices aussi. Et je dis ça à tout le monde, pas seulement à la France, mais c'est vraiment incroyable qu'on n'ait pas encore arrivé à arrêter tout ça. Parce que c'est plus facile de ne pas risquer d'être accroché à notre confort, à ce qu'on risque de perdre si on parle, si on dénonce. Regardez, l'Holocauste s'est passé dans ce continent et on aime bien se rassurer que, en fait, c'était le crime des nazis. Et il y avait de la résistance, qui s'est engagée à lutter contre les nazis. Ça, c'est une chose que je dis en tant qu'Italienne. Entre des résistants et des collabos, quand il s'agit du génocide des Juifs, on a été plutôt des collabos. Sinon, ça n'aurait été pas possible de tuer 6 millions de Juifs. Et aujourd'hui, je me dis que si on n'arrive pas à arrêter le génocide du peuple palestinien, en fait l'effacement de la Palestine par main des Israéliens, mais aussi des États-Unis, parce que vraiment il faut qu'on se force à oublier je ne sais pas si en français on dit Overton window, la fenêtre de Overton, qui c'est une façon très spécifique et assez obsédante de se concentrer sur les détails en perdant de vue le contexte. Mais en fait, il y a un dessin beaucoup plus épanoui que la destruction, derrière ce qu'Israël est en train de faire, que la destruction du peuple palestinien, c'est aussi la destruction du Moyen-Orient, et que c'est ça. Il y a le chancellor, comment on dit, le chancelier allemand qui a dit ce mois de juin, quand Israël attaquait sans avoir été provoqué l'Iran, il a dit et même pas en cachette, Israël est en train de faire the dirty job for all of us. Fait le sale boulot pour nous tous. Nous tous qui? Et c'est ça. Non. Et c'est ça la question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Palestine, c'est pas seulement qui est en train de nous montrer le côté le pire, est en train de nous montrer ce qui on est, en tant qu'individu, en tant que société et en tant qu'État. Et là, je crois plus à la différence entre État du Sud, État du Sud global, ou majorité globale et minorité globale, parce qu'au niveau du gouvernement, on s'est montré, sauf des exceptions, on s'est montré pareil. Mais c'est aussi qu'il y a eu un élan de résistance qui a concerné tous les pays, et surtout les pays du Nord. Moi, je suis en Tunisie, et des copains tunisiens, je mérite un applause pour vivre en Tunisie. Je crois qu'il y a un lobby tunisien ce soir dans la salle. C'est pas un sacrifice, les Français. Mais non. Il y a des militants de droits humains qui disent c'était merveilleux de voir que c'était les jeunes dans les universités qui ont été les premiers en Amérique, en Europe, qui se battaient pour arrêter le génocide. On ne s'est pas réveillé cette année. On a laissé les étudiants tout seuls. Parce que où étaient-ils les parents des universitaires et les autres et les syndicats, quand ils étaient les seuls à se battre et à demander de la transparence et du respect pour le droit international aux universités?
en leur demandant de couper les relations de partenariat avec les universités israéliennes. Voilà. Alors là, je pense Francesca, si tu veux faire un peu rapidement. Si, voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc... Pardon. Et pardon, l'autre question, c'était... Non, mais je voulais répondre à ça. Je peux aussi m'arrêter pour donner l'espace aux autres. Désolée. Oh oui, non, mais c'est juste comme on a commencé avec du retard. J'aimerais juste profiter du fait qu'on ait un avocat avec nous ce soir pour peut-être répondre à madame qui demandait très justement pour les contraventions, les amendes... Alors, je ne suis pas un très bon avocat français, je suis plutôt en droit international, mais de toute façon, si la France viole la Convention sur la prévention et la répression du génocide, il n'y a absolument aucun doute que l'État français, dans toutes ses dimensions, viole le droit à la fois international et national, y compris le droit de manifester. Donc le fait de recevoir une amende de la part d'un policier, ça ne signifie pas qu'elle est légale. Et donc, en théorie, il faudrait pouvoir la contester. C'est aussi l'idée derrière Jurdis, c'est justement de pouvoir avoir cette force de frappe judiciaire et juridique par des avocats qui travaillent, j'ai oublié de le dire, tous les gens ici de Jurdis travaillent pro bono, c'est-à-dire comme Francesca, de manière gracieuse et gratuite. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est à contester l'amende devant le tribunal administratif, éventuellement à ce que ça monte devant le Conseil d'État. Et voilà, comme l'ensemble du contentieux, en réalité, de combattre ces mesures illégales et injustes par la justice, et en espérant que la justice de notre pays vous donne droit, et si ça n'est pas le cas, eh bien, éventuellement d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ça prend du temps, ça prend de l'argent, et c'est la raison pour laquelle on a créé aussi cette association. Je me permets juste de souligner une chose, il y a beaucoup d'associations militantes en fait, qui se sont retrouvées dans des situations où elles étaient accusées justement d'apologie du terrorisme, etc. Et au lieu de payer des amendes, elles ont choisi d'aller au tribunal et elles ont eu gain de cause. Soit voilà, parce qu'au nom de la complicité du génocide, au nom du droit à la liberté d'expression, mais c'est long, c'est laborieux, mais ça finit par payer. Peut-être une dernière question, mais vraiment une dernière. Oui. Ma question, c'est est-ce que vous croyez en la solution à 2 États ? Il n'y a pas de Palestiniens ici, donc on ne répond pas à la place des Palestiniens. D'accord, merci. Une question encore ? Bonsoir, je vais essayer d'être court parce que je pense que le temps est court. Tout d'abord, merci beaucoup à Très rapidement, s'il vous plaît. Et un peu plus fort pour qu'on vous entende. Est-ce que vous m'entendez ? Là, c'est bon ? Ok. Moi, juste 2 petites remarques, enfin questions, peut-être que vous allez y répondre. Durant votre documentaire, vous avez un moment où vous parlez des otages israéliens. Et il le faut peut-être, mais aussi mentionner les otages palestiniens qui sont actuellement en prison et qui, depuis juillet 2024, on a déjà des vidéos même de viols de Palestiniens. Et ça, il faut aussi en parler. Ça, je trouve problématique qu'en fait, on ne montre qu'un seul côté de l'horreur, parce qu'on a les bombardements, mais on a aussi ce qui se passe dans les prisons en secret. L'autre cas, et je terminerai là-dessus, sur les tours, Madame Francesca, vous êtes incroyable, je vous le redis encore, mais durant votre discours, vous avez dit que les Israéliens ont le droit d'être en colère après le 7 octobre. Qu'en est-il des Palestiniens qui, depuis près de 80 années, ont les pires horreurs ? Est-ce qu'ils ont le droit au final de résister ? Est-ce que n'est-ce pas humain en fait de réagir de cette façon-là, au minimum ? Et ce n'est pas un reproche contre vous, loin de là. C'est simplement un reproche, si vous voulez, contre le monde, de se dire qu'eux n'ont pas le droit de résister, contrairement à d'autres. Sarah, excuse-moi, juste pas une question, juste... Oui, bonsoir, pardon, je vais être courte. Je voulais informer que le 9 décembre prochain, il va y avoir un concert, non pas à la Philharmonie, mais au Zénith. Et tous les bénéfices seront reversés à Médecins sans frontières, fonds régional pour Gaza. Donc allez sur le site du Zénith, prenez vos places. Et voilà, tous les fonds sont pour MSF. Merci. Voilà, oui, donc... Je voulais d'abord ajouter, en plus du courage, il va falloir de la persistance. De toute évidence, c'est un combat sur la longue durée. Et ce
qu'espèrent les gouvernants, les politiques, c'est qu'on va perdre patience, c'est qu'on va se détourner de la situation, c'est qu'on va s'intéresser à autre chose. Il est absolument crucial qu'on conserve ce courage et cette persistance, parce que sans elle, on ne va pas pouvoir faire avancer les choses. On voit très bien ce qui est en train de se manigancer, et sans la persistance et la volonté de s'assurer qu'on n'ait pas une paix américaine qui se contente d'étouffer le génocide, l'occupation et l'apartheid, on va retomber dans les mêmes scénarios dans quelques mois. Donc il est vraiment très important qu'on demeure, qu'on soit persistant et qu'on continue de demander des comptes à la fois à nos gouvernements et à l'État israélien et à ceux qui sont responsables de ce qui s'est passé. Qu'on demande des comptes de façon collective. Je voudrais mettre en avant le fait que nous vivons une époque où les pratiques autoritaires se multiplient dans nos propres pays, dans nos démocraties, comme vous l'avez fait déjà remarquer. La riposte est violente, la riposte juridique, la riposte policière est violente. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, moi je souhaiterais vous inviter à travailler au sein d'associations, au sein de collectifs, de ne jamais travailler seul, parce que seul vous êtes vulnérable, de rejoindre des organisations, quelles qu'elles soient. Et si ça ne vous plaît pas d'aller manifester, alors faites autre chose, donnez de l'argent, comme vous allez le faire à Médecins sans frontières. Mais ne pensez pas que la seule chose à faire, c'est d'aller manifester. Il y a d'autres moyens d'action. Il n'y a pas de petit espace pour parler de la cause palestinienne. On peut en parler en famille, on peut en parler au travail, on peut en parler dans votre église, vous pouvez en parler avec vos voisins. Tout ça, ça fait partie d'une forme de résistance et il faudra la continuer. Il faut absolument persister. Merci. Vous pouvez aussi soutenir les médias indépendants et donner de l'argent à Orient 21, qui est en campagne en ce moment et qui vous informe sur la Palestine. Francesca, répondre à monsieur. Oui. Non, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord que ce seront les Palestiniens qui doivent décider de la forme de la forme de l'État, mais comme c'est quelque chose qui est très pertinente en France, où on pense que quelqu'un pense que ça suffit de dire je reconnais l'État de Palestine pour avoir rendu service à l'autodétermination du peuple palestinien. Je dis non, parce qu'il y a quand même le droit international qui oblige à s'assurer que ce que la Cour de justice internationale a ordonné à Israël soit fait. Retirer les troupes de tout le territoire palestinien occupé, démanteler les colonies et arrêter d'exploiter le territoire palestinien occupé qu'Israël a gardé pour presque 60 ans dans une forme de dictature militaire. Voilà. On ne parle pas d'État si on ne s'assure pas que les Palestiniens ne vont pas complètement disparaître de le peu qui reste de la Palestine. Voilà. L'autre chose, moi j'ai décidé de consacrer j'espère que ce ne sera pas le dernier, mon prochain rapport exactement à ce qui s'est passé dans les prisons israéliennes. C'est quelque chose que j'ai déjà fait parce que c'était le sujet de mon deuxième rapport en tant que relatrice spéciale et je sais que la torture n'était pas une exception et c'est pas seulement quelque chose qui a commencé le mois d'octobre. Ce qu'on a vu dans les centres de détention israéliens, c'est épouvantable. J'ai documenté et dénoncé les premiers actes de torture et de viol déjà le mois de janvier-février 2024. Et ça, c'est épanoui et c'est juste qu'on se demande si la torture a été utilisée comme un acte de génocide. Et là, on va voir. Il faut qu'on y s'agit, et je sais qu'ici, on touche une corde
très très sensible, très délicate, mais vraiment je vous demande patience et de m'écouter jusqu'à la fin. Le premier entretien que j'ai donné après le 7 octobre, c'était, je disais, c'est le moment de montrer de la compassion et de l'empathie envers les Israéliens et les Palestiniens. Exactement pour ce que vous dites, parce que je disais, les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens en général n'ont pas eu un jour sans connaître la terreur et n'ont pas eu un jour sans connaître la peur, les assassinats, la torture, les privations, les démolitions et le dépeuplement forcé et tout. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître aussi le traumatisme des autres. C'est clair que les Israéliens ne voient pas les Palestiniens comme des égaux. La plupart d'eux, je ne veux pas essentialiser. Il y a une partie du peuple israélien qui se battent contre le génocide, la fin de l'occupation et la fin de l'apartheid. Ils sont très peu, mais il ne faut pas les invisibiliser. En fait, il faut les inclure. Ce n'est pas parce qu'ils sont israéliens qu'on ne peut pas parler avec eux, parce qu'on ne va nulle part de cette façon-là. Mais à la fois, il faut se rendre compte que ce qui a été fait le 7 octobre, ça a causé un traumatisme. Je ne justifie pas ce qui a fait suite au traumatisme. Mais pas du tout. En fait, je dis, les crimes, il faut les punir et porter les criminaux finalement en justice. J'ai aussi dit qu'un acte illégitime de la résistance ne délégitime pas la résistance. Le peuple palestinien, comme tout peuple opprimé, ont le droit à résister à l'oppression. On les a abandonnés. Pendant 30 ans, on a cru qu'il y avait la paix, tandis qu'Israël continuait à construire des colonies. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, la faute, c'est aux États occidentaux et même aux États arabes. Il n'y a personne qui peut se dire innocente vis-à-vis de la question qui a amené à l'effondrement de l'humanité qu'il y a à Gaza. Mais je ne pense pas que c'est de ma part ou de n'importe qui vivent dans ce monde de dire devant quelqu'un qui a perdu des gens qu'ils aimaient et aussi des enfants, de dire oui, mais alors ceux qui ont souffert avant, parce que c'est la même chose qui dit les Israéliens. Mais comment ils commencent toujours du 7 octobre parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Moi, je refuse d'être pareil, je refuse de perpétrer ou de continuer à perpétrer cette forme de déshumanisation devant la douleur des autres. Et ceci dit, ça n'enlève rien à la cause pour la justice du peuple palestinien. Je suis en train vraiment de mettre en jeu ma vie. Plus de ça, je ne sais pas quoi faire, mais je ne vais pas lâcher et j'espère que ça va être la même chose pour vous tous et toutes. Voilà. Merci, on va devoir quitter la salle. Merci vraiment à toutes et tous pour votre présence. Merci beaucoup à Francesca Albanese, à Agnès Calamar, à Yohann Soufi. Merci Sarah pour la modération. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, il sera à partir du 9 décembre sur la chaîne Arte. Voilà, vous pourrez le communiquer autour de vous.